Alors là, tu es sur quelle variété? Là, on est sur de la Colomba. Colomba. Oui. D'accord. Donc, tu vois, tiens. Ouais, elles sont plutôt déjà jolies. Hein. Oui. Bon, c'est des pommes de terre, on va aller chercher du gros calibre quand même. D'accord. 45, Alors celles-ci vont pas te servir à ton activité annexe parce que tu as quand même une particularité pour Paul-Henri, c'est de pouvoir produire quelque chose qu'on produit jamais en France quasiment. Oui, à ma connaissance, il faudrait vérifier, mais oui, à ma connaissance, non, on est les seuls. Ouais. D'accord, donc tu fais de la vodka, du gin. Ouais. Alors entre autres, ici tu vas bientôt passer dans la parcelle pour récupérer ces fleurs-ci. Ouais. Alors on verra peut-être un petit peu dans le fonctionnement comment ça va. Mais donc tu as une activité de production de spiritueux donc en vodka et en gin. Tout à fait, ouais. Donc là, la variété Colomba, elle a la vocation à être commercialisée sur le marché classique. Parce que tu es agriculteur aussi en production principalement, fait, mais tu as voulu faire une diversification. Quoi. C'est ça, et pour la vodka, on va utiliser d'autres variétés. J'ai de l'Annabelle et puis de la Challenger. Ok. Ouais. Pour une question de goût, pour une question de praticité, pour une question de goût, pour une question de rendement alcoolique, pour une question de débouché entre des vodkas plutôt sur l'école russe, des vodkas plutôt sur l'école polonaise, des eaux de vie aussi. Donc c'est des choix variétaux. Souvent je compare les variétés de pommes de terre, c'est des choix comme un viticulteur va choisir ses cépages. D'accord. Et tu te bases, tu me disais tout à l'heure, tu te bases sur des types de production comme le cognac, tu as repris un peu des modes opératoires qui sont un peu identiques quoi. Ouais. En fait, on n'a rien inventé, on s'est inspiré de ce qui se fait dans le cognac avec de l'uni blanc, le cépage uni blanc, dans le calvados avec les pommes, et pourquoi pas dans les eaux de vie alsaciennes aussi. Et nous, par contre, la particularité, c'est que notre matière première, c'est de la pomme de terre. D'accord, voilà. C'est plutôt pas courant. Par contre, ça se fait beaucoup ailleurs? Alors ça se fait beaucoup en Pologne à partir de pommes de terre. Les vodkas polonaises vont beaucoup mettre en avant les particularités organoleptiques d'une matière première, contrairement aux Russes. Et il y a beaucoup de distilleries qui font des vodkas à partir de pommes de terre en Pologne. On va rejoindre peut-être le bâtiment de stockage pour aller voir un coup de l'exploitation. Ouais. On avance vers le tracteur et tu avais une petite histoire à me raconter par rapport à ça. Ce tracteur Valtra, ça te dit quelque chose, c'est ça? Enfin, peut-être pas celui-là, mais cette marque? Eh bien oui, Valtra, ce qui est marrant, ils sont un petit peu à l'origine de mon projet, malgré eux, puisqu'ils étaient venus au moment du salon Innovagri, qui est un salon agricole qui est ici, à 2 km. Et ils avaient fait leur brochure France dans mes champs. D'accord. Je les ai reçus pendant une semaine et pour me remercier, ils m'ont invité en Finlande. Et donc du coup, je me suis retrouvé en Finlande, dans l'usine à Jyväskylä, qui est la ville où il y a l'usine Valtra. Et on s'est retrouvé avec toutes les équipes de Valtra, plus d'autres invités. Évidemment, comme il fait nuit à 15h, on se retrouve à picoler rapidement. Faut bien s'occuper quoi. On prend des apéros très tôt. D'accord. Et j'avais des a priori sur la vodka parce que c'est pas des alcools qu'on consomme trop en France. Comme tout le monde, je pense. Ouais. On a tous l'impression que c'est de l'alcool blanc, donc c'est insipide peut-être, mais en réalité, il y a des choses à trouver quoi. Il y a des choses très intéressantes dans les vodkas et je suis sorti des a priori que j'avais sur cet alcool parce que j'aime tous les spiritueux, je m'intéresse à tous les spiritueux, mais là j'ai découvert qu'il y avait des choses très intéressantes et je me suis dit, vu que j'avais toujours ce projet de distillerie un peu fou dans ma tête, ça a été le déclic pour me dire, tiens, mais t'as des patates, t'as les matières premières, t'as la motivation. Bon, il manque. Pourquoi pas? Bon, allez, on va rejoindre avec le Valtra le corps de ferme et puis aller voir un peu comment ça se passe. Ok. Alors ici, c'est là où tu stockes tes pommes de terre? Oui, tout à fait. Donc à la récolte, on remplit des palox qui sont sur des plateaux, et puis on les décharge avec le chariot élévateur. Et l'intérêt de stocker en palox, c'est qu'on peut isoler les variétés en fait. Du coup, au lieu d'avoir 6 bâtiments, pour stocker 6 variétés, je fais 6 colonnes de 6 variétés. Ok, alors il t'en reste un tout petit peu, on arrive en fin de saison. Oui, on est en fin de saison. Il y a une grande partie que tu vends en big bag ou en vrac, c'est ça, pour la France et un peu pour le marché d'export? Ouais, les 2 tiers de mes clients, c'est la France. Donc je fais du vrac avec des clients un petit peu partout en France. Et après, le reste, c'est le marché espagnol surtout.
Les années plus compliquées, on exporte encore plus loin, en Italie, en Croatie, et puis un petit peu en Allemagne. Selon les besoins. Voilà. Et alors, tu me disais que tu mettais en filet aussi pour amener jusqu'à la distillerie. Ouais. Parce que tu as un calibre qui est vraiment très spécifique. Ouais, le filet a un double intérêt, c'est que les pommes de terre qui vont avoir vocation à se transformer en vodka, je vais les travailler exactement de la même manière que pour la consommation. C'est-à-dire que j'ai un calibre adéquat pour mon travail. Parce que les pommes de terre qui sont trop petites, elles ont des structures d'amidon trop imbriquées les unes dans les autres. Et c'est plus compliqué de faire du potage. Celle-ci, ça en fait partie ou pas? Alors celle-ci, ça en fait partie, oui. D'accord. Donc t'évites les trop petites? Les trop petites, tu les vois plus, c'est ce qu'on appelle la grenaille. Le dernier camion est parti hier. Et les trop grosses, c'est pareil, je les retire parce qu'elles vont trop liquéfier et je vais avoir du mal à homogénéiser une cuisson si tu veux. D'accord. Alors tu as un équipement de triage de pommes de terre qui est assez classique quelque part, il n'y a pas de différence par rapport à une autre activité quoi. Non, effectivement, c'est le même matériel qu'on va utiliser pour la vodka que pour le conditionnement de pommes de terre. Alors on a le minimum pour quand même accéder à tous les marchés, c'est-à-dire que pour pouvoir faire du vrac, il faut une machine qui soit capable de retourner le palox, donc c'est le renverseur de palox. Retourneur de palox. Ensuite j'ai un déterreur qui me sert de trémie tampon. Il y a un module de déterrage à étoile qui va retirer la terre et puis les petites pourries qui passent au travers, les petits cailloux. Ensuite il y a une grille de calibrage où je change mes grilles en fonction des débouchés. Donc pour ma vodka, c'est pareil, comme ça je vais retirer les trop petites, les trop grosses. J'ai un tapis de visite pour trier les dernières impuretés. Donc à droite, je vais pouvoir faire des big bags en automatique classique, et puis à gauche, je peux accéder à la sauterelle pour remplir des camions en vrac. D'accord. Et je rajoute aussi cette machine qui est un séparateur de motte, où je vais reprendre mes grenailles, parce que tu as bien vu que la terre ici était amoureuse, et la terre elle se transforme en motte de cailloux. Et mes palox de grenaille, j'ai autant de terre que de pommes de terre. D'accord. Donc le séparateur de motte porte bien son nom justement, il va séparer bien les mottes des pommes de terre. Tu ne l'as pas sur le côté des terreurs, mais tu l'utilises là une fois que tu as séparé. Je repasse quand ça a bien resséché. Ouais. Ok. Donc après ici, tu as un peu de matériel de mise en sac. Oui. Qui va te permettre de. Je vais pouvoir conditionner en multiple de 25 kg. Comme ça, moi, la distillerie, si je veux travailler 75 kg, 100 kg, 125, 150, c'est déjà pré-pesé après le triage. Ouais. Donc je mets en sac et ensuite je peux passer dans la laveuse. Tu laisses pas un peu de terre pour donner du goût à la vodka? Non, pas du tout, au contraire. Ça va pas me simplifier la vie, ça va me pourrir mon alambic, ça va me pourrir ma brasserie, ça va... Non, absolument pas. Il faut que ce soit bien lavé. Et du coup, j'ai adapté cette machine, j'ai des brosses même à noix, c'est-à-dire que je les laisse un peu plus longtemps et ça va les éplucher aux 3/4. Ah d'accord. Du coup, ça va m'éviter d'avoir de la peau. Parce que c'est dans la peau que peut être contenu le futur méthanol qui est dangereux pour la consommation. Donc du coup ici c'est la brasserie, on appelle ça la brasserie parce que c'est ici qu'on va aller transformer la matière première qui est la pomme de terre en alcool. C'est la première étape. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu la coupes en frites? Alors tu vois, j'ai une machine que j'ai récupérée à l'armée, ce qui me fait 25 kg de patates en 3 minutes. Et c'est quoi? C'est en tranches? C'est comme dans la cuisine, je peux faire des rondelles, je peux faire ce que je veux, mais moi en l'occurrence je fais des frites. Tu fais des frites? Ouais. Je disais ça en connerie. Non, c'est vrai, je fais des frites parce que l'idée c'est qu'au lieu d'avoir une grosse pomme de terre dans ma cuisson, j'ai déjà commencé à déliter la pomme de terre de manière mécanique et ça accélère ma cuisson. Donc au lieu de mettre 2 heures à cuire, comme ça je peux mettre 1h40. Je gagne du temps et donc de l'énergie aussi. Tu la trempes pas dans l'huile pour la cuire? Non, dans l'eau. Ça marche. Non, du coup je fais mes frites, je les mets dans cette petite machine. Donc cette petite machine je mets 200 kg de pommes de terre en gros. D'accord. Et je vais les faire cuire. Il faut imaginer que je vais fabriquer une purée. Ok. Donc l'idée pour le process, c'est de faire ce qu'on appelle une phase de gélatinisation, c'est-à-dire liquéfier mes structures d'amidon qui sont contenues dans la pomme de terre. C'est l'amidon qui va te permettre de fournir après... C'est le glucose qui est caché dans la pomme de terre que je vais transformer en sucre fermentescible à travers ce qu'on appelle une saccharification, qui est le même principe que pour la bière avec de l'orge. C'est le fait de transformer l'amidon en sucre, puisqu'en fait le sucre fermentescible est caché, contrairement au raisin ou aux fruits, où il est tout de suite disponible. Donc cette phase-là va nous permettre d'obtenir une sorte de soupe sucrée du coup. On passe d'une purée à une soupe sucrée.
Et cette soupe sucrée est prête pour aller en fermentation. Donc là, j'ai des cuves de fermentation qui font la taille, qui sont des multiples de mon alambic et de mes phases de cuisson. Et en fermentation, là, on va ajouter ce qu'on appelle une levure. Cette levure choisie va venir donner une identité à ma pomme de terre, enfin à mon mou de pomme de terre, et surtout va fabriquer de l'alcool, puisque la levure va transformer les sucres fermentescibles en alcool. Et il faut avoir une passion pour l'alcool pour découvrir ça. On le découvre pas, mais tous ceux qui aiment la bière, qui aiment les spiritueux, savent. C'est surtout une curiosité pour découvrir, parce que t'as pas suivi à la base une formation pour faire de la distillation. C'est sur le tas que tu as appris ou en cherchant à droite à gauche. Tu as fait beaucoup de visites, J'ai fait énormément de visites depuis très jeune. Depuis très jeune, il y a toujours un âge, tu sais, quand tu es à l'école où tu te dis tiens la vie de mon copain et de son père elle est beaucoup plus passionnante que la vie de mon père et du coup moi je traînais beaucoup avec des fils de vignerons, des fils de viticulteurs. En école de commerce il y avait beaucoup de jeunes de vignerons, de cognac, de calvados, de champagne. Et du coup, je passais mes week-ends chez eux. Et puis, après, quand on commence à voyager à l'étranger, j'allais beaucoup en Irlande, en Écosse. Je visitais des distilleries à chaque fois que j'allais voir un match de rugby. Et mes passions dans la vie, c'est le rugby et les spiritueux. La troisième mi-temps, forcément, donc, et avec l'agriculture. Mais avant, il faut quand même faire tout ça sérieusement, donc il y a tout un process, effectivement. Et alors, c'est essai-erreur, et puis on réessaye, ça marche. T'as mis combien de temps pour arriver à élaborer, j'allais dire, la recette que tu as maintenant? On a mis, j'ai mis à peu près 3 ans. Après, on a plusieurs recettes parce que là, donc, ce que je viens de t'expliquer, c'est les recettes pour faire des catégories d'eau de vie en fait. Ensuite, on a les vodkas. On a des vodkas où je passe pas par ce process-là, mais je fais macérer des pommes de terre. Il y a le gin où on va faire des principes d'infusion. Donc en fait, il y a différentes recettes pour différents produits finis puisque il y a quand même les productions spiritueuses sont encadrées. Il y a des réglementations et suivant les catégories dans lesquelles tu es, que ce soit le cognac, la vodka, l'eau de vie, le rhum. Il y a des process à respecter. Et donc, tu as des déclarations à faire, tu as eu des obligations. Je sais qu'au niveau des vins, c'est hyper compliqué, les déclarations, les douanes et compagnie. Ça, c'est aussi un côté administratif qui doit être quand même assez lourd. Alors, c'est très très lourd. Mais si tu avais su, tu serais pas allé. Des d'autres instances administratives qu'on a souvent tendance à critiquer au niveau agricole, il faut savoir que les douanes, c'est encore pire. Je pense que c'est le Graal. Et en spiritueux, c'est encore plus compliqué que dans le vin. Dès que tu arrives dans des alcools plus forts. Parce qu'en fait, comme on est sur des alcools plus forts, il y a plus d'alcool. Donc il y a plus de taxes douane. Donc potentiellement, si quelqu'un voulait s'amuser à frauder 2% sur 40 degrés, c'est pas la même chose que frauder 2% sur 5 degrés. Donc c'est hyper encadré. Et une jeune distillerie comme moi, on s'amuse à être bien carré parce que la moindre amende et la moindre fraude, si on se fait allumer, notre business plan, il ferme tout et le projet est terminé. Là, tu es tranquille. Ok. Après ces étapes-là, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, il faut voir qu'on fabrique de l'alcool. Et le principe de la distillation, c'est d'aller concentrer cet alcool. Donc, il faut imaginer que j'ai à peu près 1000 litres à 4 degrés. Donc, j'ai fabriqué 4000 degrés à partir de ma pomme de terre. Et ces 4000 degrés, je vais les transformer grâce à l'alambic sous sa forme la plus concentrée possible. Donc en gros, de 4000 degrés, 1000 litres à 4 degrés, je peux passer de 100 litres à 40 degrés ou 50 litres à 80 degrés. En gros, je schématise, mais c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un alambic, c'est ma moissonneuse-batteuse dans le process, mais c'est un outil qui me permet de concentrer l'alcool et concentrer les arômes. Puisque quand l'alcool se fabrique ici, grâce à ma levure choisie, souvent on dit que c'est la levure, c'est la baguette magique d'un distillateur, parce qu'en fonction de la levure que tu as choisie, en fonction du degré d'alcool, du degré de température à laquelle elle travaille et la durée sur laquelle elle travaille, ça va donner des nuances de goût. Il est où ton alambic ? Dans la distillerie. On va voir un coup là-bas ? Ouais. Alors ici, tu es dans la partie, j'allais dire, stratégique. Ouais, on est dans la distillerie. Donc ce que je te disais tout à l'heure, souvent, on compare ça un peu avec notre moissonneuse. Parce qu'on peut avoir la plus belle des moissonneuses. Si on a mal travaillé en amont à la brasserie, c'est pas pour ça qu'on va rendre meilleure notre moisson. J'entends par là que si on a fait quelque chose de pas bon, vu qu'avec l'alambic, on va concentrer l'alcool et concentrer les arômes, on va concentrer du pas bon. Donc c'est très important de ne pas louper les étapes précédentes qui ici à Faronville commencent dès la plantation des pommes de terre finalement. D'accord.
Donc un alambic, il faut voir qu'il y a deux parties importantes. Nous, la particularité, c'est qu'on a un alambic hybride, donc il y a une troisième partie qui est importante. Mais il y a une chaudière, donc il y a une pression qui va s'exercer avec la chaleur, et on va mettre en ébullition notre mou. Du coup, il va y avoir des vapeurs qui vont sortir de la chaudière. Ces vapeurs vont être coincées dans le col de cygne. Alors, le col de cygne a une forme cassée volontairement puisque ça évite aux vapeurs de pouvoir faire demi-tour. C'est-à-dire que leur dynamique, à partir du moment où les vapeurs ont passé deux angles, elles vont plus s'amuser à faire demi-tour. D'autant plus qu'il y a une pression qui est exercée par la chauffe en amont. Donc les vapeurs sont condamnées à sortir. Normalement, elles arrivent ici en haut de la continuité du col de cygne et elles vont passer dans cette grande baignoire froide qu'on appelle un réfrigérant ou un condenseur. Parce que les vapeurs qui arrivent à peu près à 100 degrés Celsius, enfin entre 90 degrés et 100 degrés Celsius, se retrouvent dans un environnement froid à 20 degrés et donc les vapeurs se remettent à l'état liquide. Et du coup, le liquide sort de l'alambic. Et c'est comme ça qu'en fait, on concentre l'alcool. Alors, il y a des petites particularités, c'est que l'eau s'évapore à 100 degrés, mais l'alcool, lui, s'évapore dès 78 degrés. Donc on récupère les vapeurs avant les vapeurs d'eau en fait. C'est pour ça quelque part qu'on utilise un alambic, ça permet de garder l'eau, j'allais dire peut-être sur place, et d'avoir d'abord les alcools qui s'évaporent, quoi. Exactement. Ouais. Distiller, c'est séparer l'alcool de l'eau. C'est séparer deux éléments, l'un au détriment de l'autre, quoi. Donc du coup, comme les alcools, l'alcool s'évapore à partir de 78 degrés, eh bien tout ce qui passe, c'est censé être que de l'alcool, donc c'est facile. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Parce que l'alcool est un azéotrope. Un azéotrope, ouais. C'est-à-dire qu'il n'existe pas à l'état pur. Il y a l'alcool à 100 degrés, à 100%, ça n'existe pas. Donc même quand on veut distiller avec l'alambic le plus performant du monde, on n'atteindra jamais les 100 degrés. Et c'est là qu'en rentre en jeu la colonne de rectification, où j'ai choisi d'avoir un alambic hybride. Ça me permet de faire, en plus des eaux-de-vie, des vodkas, parce que la vodka, ça doit être distillé à la norme, ça peut être distillé jusqu'à 96,4, 96,3 degrés. Et degrés d'alcool. Ah oui. Parce que si je reviens à mon alcool azéotrope, si tu veux, au fur et à mesure de la distillation, les molécules d'alcool qui sont passées vont transporter avec elles de plus en plus d'eau. Donc si tu veux, en début de distillation, je vais schématiser, mais je sors à 99 degrés, puis au bout d'une demi-heure, je suis plus qu'à 80, et puis au bout d'une heure, je suis à 75. Et puis à la fin, je suis même à 30 ou 35 degrés d'alcool. L'idée avec cette colonne de rectification, c'est d'envoyer de l'eau froide dans ma double paroi, et cette eau froide va permettre à l'eau de retomber dans le pied de la colonne. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tu réélimines déjà de l'eau dans le processus pour éviter qu'il vienne dans la partie finale et donc concentrer un peu plus, quoi. Exactement. Donc en fait, l'alambic hybride permet de faire le principe d'une double distillation, mais en une seule distillation, si tu veux. Puisque des alcools qui voudraient passer à 50 degrés d'alcool, moi je les en empêche d'être à 50 degrés. En envoyant de l'eau froide dans la double paroi, si tu veux, la partie alcool qui est volatile, elle va monter, puis la partie eau, elle voudrait monter, mais vu qu'elle est dans un environnement froid, elle retombe. Et du coup, je sépare cet élément qu'on appelle azéotrope grâce à la colonne de rectification. Mais quel est l'intérêt d'avoir un alcool plus concentré si après c'est pour le diluer, pour pouvoir faire quelque chose de buvable quand même? Alors, bonne question, c'est à la fois pour répondre à la réglementation et à la fois pour épurer les alcools qu'on dit indésirables, mais pour ne pas les appeler toxiques. Parce que quand on distille, nous on consomme l'éthanol, qui est consommable, mais qu'il faut boire avec modération, mais on fabrique du méthanol, de l'acétone, on fabrique plusieurs formes d'alcool. Et ces alcools-là, il ne faut surtout pas les consommer. D'accord. Alors si tu en consommes un tout petit peu, ça va, mais ça a été légiféré parce qu'il y a des pays qui historiquement distillaient de manière empirique et des gens buvaient autant de méthanol que d'éthanol. D'où les problèmes dans certains pays sur des consommations d'alcool spécifiques qu'on peut éviter justement en concentrant maximum, en ayant un alcool pur et de meilleure qualité que tu redilues après avec de l'eau. C'est ça, c'est une opération réduit avec de l'eau, ouais, tout à fait. Il y a encore des alcools comme des mezcal qui sont des sortes de tequila qui sont produits de manière artisanale au fin fond de certains États et qui sont très dangereux pour la santé. Le méthanol, c'est ce qui te donne mal au crâne le lendemain matin ici, quoi. D'accord, non, je connais pas. Tu connais pas? Mais du coup, c'est pour ça que là j'ai deux tuyaux. Parce que la chance qu'on a, c'est que le méthanol est plus volatile que l'éthanol. Donc il arrive en début de distillation. Donc je sais l'évacuer, c'est ce qu'on appelle les alcools de tête. Et donc les premiers alcools qu'il y a, je ne les garde pas en fait, je les jette. D'accord.
Et maintenant que je connais ma recette, quand arrivent les alcools consommables, je tourne mon robinet et je passe de l'un à l'autre. Tu sais, quand tu mets en route, tu as une quantité, hop, voilà, suivant mes recettes. Et une fois que tu as ça, hop, le reste, tu le gardes et puis c'est bon et ça correspond. Et ce qu'on garde, c'est le cœur. Et en fin de distillation, revient encore des alcools, alors qui ne sont pas toxiques, mais qui sont moins bons d'un point de vue organoleptique. Donc, je vais aussi les évacuer. C'est ce qu'on appelle la queue. Alors, quand tu arrives, par exemple, quand tu fais du gin, le fait des fleurs que tu utilises, parce que quand tu cueilles les fleurs, j'allais dire de pommes de terre, c'est à quelle période que ça arrive? C'est encore après? Voilà, alors ça c'est encore après. Faut savoir que le gin, c'est une redistillation d'une vodka ou d'un alcool neutre. Parce que c'est la redistillation d'un alcool neutre. Donc on pourrait dire que c'est comme la vodka. Donc je travaille sur une base d'alcool neutre que je remets dans l'alambic. Je mets ce panier-là. Donc le panier, je le mets dans l'alambic. Je fais macérer mes botaniques. Donc je remets des pommes de terre, je mets du genièvre, je mets de la coriandre, je mets de la cardamome, du fenouil, un peu de réglisse. Enfin, tout le monde a sa recette en fait. Et je fais ce qu'on appelle un gin distillé. Donc je refabrique un nouvel arôme avec tous ces arômes puisque je remets tout à l'état vapeur. D'accord. Et ces vapeurs, si tu as bien écouté, se recondensent et reviennent à l'état liquide. Donc le principe du gin, c'est ça, c'est de recréer une identité à partir de plusieurs botaniques. Et la particularité, c'est que dans l'alambic, en suspension dans la colonne de rectification, on va récolter nos fleurs de pommes de terre. Je vais les mettre dans un sachet, comme un gros sachet de thé, et ça va venir en suspension. Donc du coup, j'ai une partie des botaniques qui est en macération et une autre partie qui est en infusion. Comme mes tisanes avant d'aller dormir, quoi. Exactement. Et donc la fleur de pomme de terre va apporter un petit côté végétal, aromatique. Ouais. Ok. Alors toutes ces recettes-là, tu les as créées au fur et à mesure aussi. Et quelque part, si tu veux apporter une touche différente, tu vas modifier ta recette et puis pouvoir essayer quelque chose de, j'allais dire, qui peut compléter ou rendre différent le produit, quoi. C'est ça. Donc si on reprend avec la partie brasserie, il y a les eaux de vie qu'on crée. Il y a des vodkas où on achète de l'alcool neutre, des fois à la sucrerie à l'extérieur, on fait macérer nos pommes de terre. Pour le gin, on peut faire pareil. Il y a autre chose, on fait vieillir des eaux de vie aussi en fût de chêne et on fait vieillir des vodkas en fût de chêne. Donc ça, je peux aller te montrer aussi la particularité de l'influence du bois sur notre distillat. Ok, on va aller voir ça. Ouais. Alors là, c'est le centre névralgique, c'est là où tu stockes un peu? Je stocke un peu, voilà. Il y a une partie, la majeure partie de nos vodkas, on les stocke dans des cuves en inox et après on les met directement en bouteille. Parce que tout ce qui sort d'un alambic est transparent et blanc. Oui. L'alcool ne prend de la couleur qu'au contact du bois, que ce soit pour le whisky, le rhum et nos vodkas vieillis en fût de chêne. Si tu veux, on a une gamme de vodkas, elles sont transparentes et quand elles sont vieillies, elles sont de cette couleur-là. D'accord, comme un vieux rhum. Exactement. Ça veut dire qu'il est resté un moment, et c'est le bois. C'est le bois qui amène la couleur. Ouais. Ok. Ouais. Alors après, il y a différents types de bois, différents types de bousinage et différents types d'ambiance de chai qui influent sur la couleur et les arômes. Il n'y a pas nécessité d'avoir un endroit où c'est climatisé. Non. Et alors, c'est les essences de bois, c'est aussi les alcools qui ont été avant dedans, parce qu'on dit par exemple qu'il y a des whiskies dans des fûts de sherry pour pouvoir donner un goût plus spécifique, quoi. Ça, tu l'utilises aussi? Ouais, alors tu vois, tu me parles de sherry, là j'ai un fût donc, de sherry, de PX c'est un Pedro Jiménez, donc c'est un vin espagnol. Là, j'ai un fût de Marsala, c'est l'équivalent, c'est un vin italien. C'est des vins. L'intérêt de ces fûts-là, c'est que quand on va chercher des arômes, on va chercher naturellement les sucres résiduels de l'ancien vin. Par contre, si c'est un ancien fût, par exemple un ancien fût de cognac ou de whisky, on va aller chercher un petit peu l'identité de l'ancien spiritueux. Mais l'intérêt, c'est également d'avoir des distillats qui soient moins tanniques. Parce que le spiritueux, qui est un alcool plus agressif que le vin, a déjà pompé les tanins et une grosse partie de l'identité que le fût de chêne pouvait révéler, quoi. Donc tu ne vas pas utiliser un fût de chêne neuf, toi, par contre, pour éviter d'avoir un goût trop prononcé? Alors si, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, je vais utiliser un fût de chêne neuf, mais je vais tâtonner, surveiller et laisser par exemple 2 mois, 3 mois. Sur la durée alors. Et après, je vais transférer. Et après, tu peux le mélanger avec un autre pour redonner un autre goût. C'est les assemblages, c'est ça qui peut te donner une recette différente. C'est des assemblages où moi je travaille beaucoup en single cask parce que c'est que des séries limitées. Donc c'est-à-dire c'est un multiple de bouteilles par rapport à un fût. Par exemple, ça c'est un fût de chêne neuf. Je vais mettre pendant 3 mois dedans et je vais le transférer dans un fût de Pedro Jiménez
où il va aller finir sa vie. Donc là, il va chercher du tanin, juste ce qu'il faut, juste ce que je veux, ou de l'identité, de la vanilline, ou du clou de girofle, des épices. Et là, je vais aller chercher les sucres résiduels de l'ancien vin qui était contenu dedans. Ouais. D'accord, ouais, donc là tu fais des séries, tu peux reproduire une série en disant bah, tiens j'ai eu tel procédé, hop je refais la même chose, mais tu peux aussi faire des séries limitées quoi. Bah oui, et puis en sachant qu'une variété de pommes de terre différente va donner déjà à la base un distillat un petit peu différent. Et la chose qui est importante aussi, c'est l'ambiance du chai. Ici, c'est la pièce la plus humide de la ferme, elle est exposée au nord, mais c'est ce qu'on appelle un chai sec. Il y a les chais humides souvent dans les caves en viticulture ou en Écosse parce que c'est au bord de la mer, donc il y a des températures assez faibles ou constantes, des hygrométries élevées. Ici, on a des alcools qui vont travailler plus vite parce qu'il fait très froid l'hiver, mais il fait très chaud l'été. Donc du coup, l'alcool travaille parce que quand il a chaud, il fait comme nous le matin, puis quand il a froid, il se rétracte. Du coup, il pénètre le bois, il sort du bois, il pénètre le bois, il sort du bois. Et la couche de charbon qu'on a créée à l'intérieur du fût de chêne va filtrer le produit et puis le faire travailler. C'est pour ça que dans les chais secs, qu'on retrouve beaucoup dans le Kentucky, dans le Tennessee, aux États-Unis, on a des alcools qui peuvent vieillir beaucoup plus rapidement. Bon, ça m'a donné l'eau à la bouche. Tu penses qu'on peut essayer de faire une petite dégustation pour voir à quoi ça ressemble? Je pense que c'est même obligatoire. Faudrait pas décevoir nos auditeurs quand même. Bon, alors moi je vais aller rencontrer Pauline. Et puis David, c'est ça? C'est ça. Tu n'as toujours pas changé de prénom depuis tout à l'heure. Toujours donc pareil. tout va bien. Alors Pauline, tu es la maîtresse de maison. C'est toi qui t'occupes un peu du côté commercial, côté marketing. C'est important lorsqu'on fait un produit comme ça? Ah bah c'est primordial. En fait tout est complémentaire, et la production, et la commercialisation, et la communication aussi. Et l'un ne va pas sans l'autre. Alors comment on réfléchit ça? Parce que bon, on a vu avec Paul-Henri tout l'aspect technique, c'est important, mais après vendre le produit, si on n'arrive pas à le vendre, c'est la catastrophe. Donc comment tu as réussi à monter ça? Tu avais un petit peu de formation là-dedans? Alors j'ai travaillé de nombreuses années en communication, c'est-à-dire que je travaillais dans la presse agricole. Donc mettre en avant des produits, c'est quelque chose qui m'était pas inconnu. Maintenant, pour nous, un produit doit être aussi beau que bon. Donc il fallait que le contenant et le contenu soient tous les deux au top. Ce qu'on a essayé de faire, c'est une histoire de complémentarité avec Paul-Henri. Il fait ce qu'il y a dedans et je fais l'extérieur, tu vois. Donc j'essaye du mieux que je peux de le mettre en avant. En tout cas, c'est une super présentation. C'est vrai que quand on voit la bouteille, il y a un style, c'est recherché, il y a quelque chose, il y a un travail derrière, quoi. Oui, il y a beaucoup de travail. De toute façon, on ne lancera pas un produit s'il n'est pas fini et s'il ne nous plaît pas à nous. Et c'est vrai que là, on cherchait les codes de la vodka sur une bouteille satinée, un logo qui soit percutant, le nom qui est le nom de la ferme, qui est même le nom de la commune, et un logo qui a un rapport direct puisque c'est un lièvre et qui est vraiment l'animal emblématique de nos plaines. Donc tout s'explique. D'accord, tout est cohérent. Alors en parlant de cohérence, c'est pareil, il faut se faire accompagner aussi parce que j'imagine que pour investir comme ça, il faut avoir une banque. Alors justement, ces banques populaires qui nous permet aussi de voir un petit peu ce que vous avez fait. Alors comment vous arrivez à accompagner un projet qui est complètement atypique? C'est pas évident forcément d'y réfléchir et de voir comment on l'aborde. En effet, c'est un projet qui sort de l'ordinaire, ici à Faronville. L'important, c'est bien d'écouter, d'être à l'écoute de ces nouveautés, originales, cohérentes, logiques. Ensuite, un projet bien construit. D'accord, Voilà, ça c'est important lorsqu'on arrive, on est agriculteur. Si on montre que quelque chose est fouillé, bien travaillé, bien présenté, ça aide beaucoup pour pouvoir trouver un financement? Oui, on cherche la cohérence qui va mener jusqu'aux euros dans la tirelire. Et oui, effectivement, puisque ça va nécessiter un financement, on va essayer de transformer en mode euro l'ensemble de la construction de ces étapes et de ces projets. Et cette construction qui va qui est audacieuse pour... Oui, parce qu'on part un petit peu de l'inconnu. Il n'y a pas de marché jusqu'à maintenant qui existe sur ce type de produit d'ici. J'imagine que le dossier devait être bien présenté, bien ficelé. Et puis on a l'impression d'avoir des gens qui sont intelligents derrière, quoi. C'est pas qu'une impression. En tout cas, c'est l'impression qui est donnée. Mais voilà, je pense que ça, c'est important aussi de montrer la cohérence du projet, quoi. C'est ça. Et puis l'envie de bien faire qui était bien présente. Voilà, je pense que vous avez tout dit. L'envie et le prouver qu'on est hyper motivé, c'est ça aussi, je pense, qui est nécessaire dans tout projet.
Ok, donc ça c'est un bon conseil à suivre si vous êtes agriculteur, que vous voulez développer un projet comme ça. Allez voir la Banque Populaire parce qu'ils font aussi des projets qui suivent des projets de ce type-là, mais aussi avoir un projet cohérent et bien savoir le montrer, quoi. C'est ça. Ça marche. Allez, on continue. Alors ici c'est un lieu historique aussi. Il y a combien d'années que ça existe, cet ensemble? Alors ici on est dans l'ancienne bergerie de la ferme. C'était une grange qui me servait à rien parce que je pouvais rentrer encore avec le petit 844, mais c'était le seul. Donc le 7000, il passait pas. D'accord. Du coup, on l'avait transformé en salle pour nous à titre privé. Et quand on a monté le projet de distillerie, on en a fait la salle de dégustation et d'accueil lors des visites. Ouais. Et on a tout retapé avec ma femme en 2016. D'accord. Ouais. Ouais, c'est très joli. Hein. Tu sais de quelle année ça date, non? Les bergeries, les fondations sont comme les granges en face, c'est 17e siècle. Ouais, ça date quand même, quoi. Ouais. Ok. Alors qu'est-ce que tu vas nous présenter là, qu'on voit un petit peu le travail que tu as effectué jusque-là? Alors c'est marrant, c'est qu'on a réussi à récupérer du monde pour la DC. Ouais. Approchez les gars, quoi. On va pas vous entendre au micro, mais on va quand même voir peut-être leur visage. On va goûter quand même. On a toujours des volontaires pour ça. Du coup, on a 2 vodkas blanches. On a la vodka qu'on appelle Petito et la vodka Premium. D'accord. Donc la vodka Premium, c'est notre recette principale. On est sur une vodka qui est plutôt gourmande, qui est sur l'école polonaise. Donc on met en avant la pomme de terre. Tu me disais, par rapport à la vodka, j'allais dire plutôt russe, qui elle doit être se boire rapidement, donc pas avoir trop de goût, c'est ça? Exactement. Vodka en russe, ça veut dire petito. Donc l'idée, c'est de boire une eau alcoolique. En caricaturant, c'est un petit peu ça. Par contre, les Polonais vont travailler leur vodka un peu plus comme on travaille nos eaux de vie en Alsace. Donc ils vont chercher à mettre plus en avant les saveurs de la matière première. Donc notre vodka premium est plus gourmande et notre vodka petito, elle est plus sur l'école russe. Elle, pour le coup, elle est plus élégante, plus raffinée, mais elle a un petit peu moins d'arôme. Elle va répondre à ceux qui préfèrent les vodkas classiques, quoi. D'accord. Ensuite, on a la vodka vieillie que je t'ai présentée dans le chai. C'est cette vodka-là, en gros, qu'on va avoir mis en fût de chêne neuf et en finition pendant 3 mois en fût de sauterne pour aller chercher les sucres résiduels du vin blanc qui était contenu au préalable. Et évidemment, ensuite, on a la nouveauté qui vient d'être primée au salon de l'agriculture cette année, le gin. D'accord. Donc là, c'est pareil à Rome. Quelque chose qui a rien à voir avec la vodka, puisque le genièvre, qui est la botanique la plus aromatique sur Terre, vient vraiment donner l'identité du gin, quoi. Ok, alors nous on va goûter ça. On va vous laisser parce qu'on va pas vous prendre plus de temps pendant la vidéo. Vous verrez peut-être quelques images quand même. En tout cas, merci beaucoup Paul-Henri de nous avoir fait visiter ça, de vous faire découvrir un peu à la fois cette histoire aussi extraordinaire que de passion, je pense, pour arriver à développer une activité qui est plutôt hors du commun en agriculture. C'est vrai qu'il n'y en a pas d'autres, a priori, que tu connaisses, tout au moins en France, qui ont fait cette démarche-là, mais qui prouvent que une fois qu'on est passionné, on peut arriver à tout, quoi. On peut arriver à tout. Voilà. Même de passer de la patate, j'allais dire, à la vodka, ou du champ à la bouteille, comme tu le dis. Exactement. Exactement. Ça marche. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé. Nous, on continue la dégustation et puis on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis merci encore pour cette très belle visite et cette très belle histoire. Merci à toi.